Je ne sais pas pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes, mais il a suffi d'un seul baiser. Et je pensais pas revenir aujourd'hui, mais j'ai bien avancé dans mes cartons et puis il fait beau. Alors je me suis dit, comme il fait beau, il faut quand même que je vienne une dernière fois. Et dis-moi, est-ce que c'est pas comme toutes les stars quand elles se disent j'arrête, c'est mon dernier concert et qu'elles reviennent après? Est-ce que c'est pas un caprice de star ça? C'est pas un caprice de star parce que j'ai pas dit j'arrête, j'ai dit que j'arrêtais ici. Mais j'espère bien reprendre là-bas. Moi qui l'aimais tant, je trouvais la plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans me lever sous ses baisers. Oui, moi il y a un truc qui me chagrine un peu. Je pense que l'écotaxe était mal foutu, il y avait des trucs. Mais enfin, si les porcs qui sont produits en Bretagne étaient tués en Bretagne, on n'aurait peut-être pas besoin de faire Mégade. Enfin, il me semble que ces gens qui sont quand même le MEDEF, la FNSEA, sont quand même les grands responsables de toute la catastrophe écologique qu'il y a. Et je trouve qu'ils sont un peu gonflés de la ramener. C'est la base du populisme et de la désinformation, la suppression de l'écotaxe. Il fallait pas la faire, il fallait pas la supprimer. Il fallait surtout la maintenir, la renforcer pour relocaliser l'économie. C'est pas les pauvres bretons, c'est les exportateurs bretons et les transporteurs bretons. C'est ceux qui bénéficient du fait qu'on puisse rouler massivement, que les impôts payent les autoroutes. C'est une taxe qui permettait aux autoroutes d'être moins chères, puisqu'un camion qui passe sur l'autoroute, c'est 100 000 voitures. Sauf qu'ils payent le même montant à peu près. Peut-être être un peu plus pédagogue et montrer un peu mieux l'affectation, dire ce qu'on allait faire du milliard qu'on allait en retirer et dire que ça allait aller aux économies locales. Alors que c'était de l'emploi en Bretagne et partout dans les territoires de mettre l'écotaxe. Écoute, l'écotaxe, oui, on veut toujours tout, le beurre et l'argent du beurre. Hein. Sur l'écotaxe, j'ai lu un dossier dans Mediapart sur le principe de financement de cette écotaxe qui était financé, c'est une boîte privée qui devait s'occuper de ça et je m'y étais pas intéressé, du coup j'ai commencé à m'y intéresser un peu. Par exemple, cette entreprise qui devait prélever avait un coût de recouvrement de 20%, c'est-à-dire que 1/5 de l'impôt part en coût de financement. Donc finalement c'est un impôt qui est peu efficace. Ça a été voté par tous les gouvernements, c'était le plus consensuel. C'est une mesure qui a 4 ans. Qui date du Grenelle de l'environnement. Et la gauche et la droite l'avaient voté ensemble en disant c'est génial, tout le monde est pour. On peut dire que c'est la faute des médias, parce que pourquoi le gouvernement recule? Parce qu'il est impopulaire, parce qu'il voit que dans les sondages, 2/3 des Français sont contre. Il y a un problème de méthode a priori, parce que sur le fait qu'il faut passer par une transition énergétique, moi je pense que le point est, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, sur la méthode, je crois qu'il y a vraiment une erreur. Ce qui me fait plus sourire, c'est qu'à l'origine, c'est quand même une loi votée par la droite, qui a été décidée par la droite, et ceux qui ont tiré le plus à boulet rouge dessus, c'est la droite. Je ne comprends pas tellement la politique. L'écotaxe est là pour faire évoluer les choses. Ils ne disent pas aux gens comment faire évoluer. L'erreur, elle est là. Ils disent, oui mais regardez, nous on a un site de production ici, un site de transformation là, un site de distribution ici, un gros site qui est là-bas, etc., etc. Et avec chaque fois qu'on va passer dans le portique, ça va nous coûter trop cher. Oui, d'accord, mais le but de l'écotaxe, c'est de passer à une production locale. Regardez comment est-ce que vous pouvez accompagner un développement de la production locale. Oh là là, sur la semaine, c'est les otages quand même, la chose la plus importante. Donc je dirais que là-dessus, je trouve que c'est absolument formidable et qu'on est très heureux, mais qu'il faudrait les laisser un petit peu tranquilles. Et puis arrêter de penser à la rançon, parce qu'en fait on n'en a rien à foutre, quoi. Alors, est-ce que nos otages se sont convertis? Ou alors en solidarité, où nos otages ont compris beaucoup de choses? Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est leur tenue. Est-ce un geste politique? La question est posée. La question a été posée par le Front National. Et moi, j'adore quand il y a les gènes du papa qui remontent à la surface soudainement. Et puis elle contrôle toujours très bien, et puis d'un coup, il y a un petit dérapage. Il faut en profiter, il faut lui sauter dessus, tant mieux. Mais malheureusement, il en reste. L'idéal, ce serait qu'ils soient tous libérés, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Voilà. Les événements bretons, là, on vient d'acheter l'humanité. En fait, on a, je pense, comme les Bretons, qu'il faut l'annuler. Et voilà, quoi. Voilà. Et je suis de tout cœur avec eux. Jamás será vencido.
Nous sommes aux Invalides et on emmerde Najat Vallaud-Belkacem. Et pourtant, je suis pas prostituée et je l'emmerde. Pareil, Mélenchon, c'est un gros con. Pénaliser les clients tout en sachant les conséquences que ça va avoir sur les autres putes. Faut arrêter l'hypocrisie. Si on vend son corps et qu'on est là pour gueuler, c'est peut-être bien qu'on se régénère et c'est peut-être bien que ça va durer la colère. C'est le gouvernement du Parti Socialiste en ce moment qui précarise tous les prostituées. Moi, je suis militant dans une association et là, en ce moment, il y a une grande affluence de filles qui se prostituent à demander d'aide. Je suis révolté. Non, plus que de déception, ouais, je suis révolté. Je trouve qu'on a méprisé totalement la parole des personnes concernées et on a méprisé totalement la parole des associations de santé, dont l'association de lutte contre le sida. On est très en colère. Le gouvernement prétend encore faire une loi pour nous sauver. Et comme par hasard, les personnes les plus opposées à sa loi, ce sont les personnes qui sont censées être sauvées par ce gouvernement. On paye des impôts, pourquoi on ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres? Il reste au Sénat, on continue à lutter, on va faire en sorte que la loi passe pas au Sénat. Et de toute façon, même si la loi passe, on sabotera la loi. Encore une fois, comme Sarkozy l'a fait il y a 12 ans, ils instrumentalisent la question de la traite des êtres humains pour pénaliser la prostitution. C'est là où c'est une loi hypocrite. France, pute, sans papier, des droits, des lois qui respectent nos choix. Je sens qu'il y a un blocage au niveau du gouvernement. Il n'arrive plus à communiquer avec les gens. Voilà ce que je pense. Pas du tout, je suis occasionnel, donc je fais ça de temps en temps uniquement. Et on m'a jamais forcé à faire ça. Pas du tout. On est françaises, migrantes, trans, on est toutes là. On vous dit tout le contraire. Toi, tu le fais volontairement? Oui. Moi, je fais ça. Non, moi, je le fais avec le plaisir. Je n'ai pas de proxénète et je suis heureuse et je défends le métier à toutes les travailleuses et travailleuses du sexe. Nous faisons ça de notre plein gré. Toutes celles qui sont légales vont partir et ça va augmenter la délinquance et la mafia et les réseaux. Tout ce que je demande, c'est un budget au niveau des policiers, qu'ils augmentent le budget des policiers pour pouvoir, et des effectifs pour qu'ils puissent éradiquer la prostitution qui est clandestine. Les clients sont des hommes gentils, les clients sont des hommes qui viennent, qui ont besoin d'affection, de tendresse ou qui ont des problèmes de santé. Donc ils viennent parce que justement, ils ont envie de parler. Au gouvernement, ils disent qu'avec le sexe, c'est pas possible. On est là pour les écouter aussi. Bien souvent, des fois, on passe pas à l'acte. On ne fait qu'une séance pour parler. Voilà, il n'y a pas que le sexe. De toute façon, la loi va pénaliser toutes les prostituées, contraintes ou pas. On se bat pour l'ensemble des prostituées, qu'elles soient contraintes ou pas. Et celles qui sont contraintes, le seul moyen de les sortir de la contrainte et de leur permettre d'exercer une autre activité, c'est de leur donner des droits. Mais la loi, elle n'est pas contre le trafic, elle est contre les putes, c'est complètement différent. C'est complètement hypocrite et il n'y a aucun moyen financier derrière cette loi. Najat Vallaud-Belkacem a promis 20 millions d'euros en se basant sur ses propres chiffres. En se basant sur ces chiffres, ça fait 16 000 putes contraintes, ça leur ferait 1 200 € chacune par an. Donc ça va, il n'y a pas de moyen sur le volet social, c'est faux. Les parlementaires qui ont voté aujourd'hui pour cette loi, ils savent ce qu'ils font. Donc ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas quand il y aura multiplication des contaminations. Ils font ce que malheureusement fait souvent la gauche institutionnelle, c'est de parler à la place des minorités. Et c'est de déterminer à la place des premières concernées ce qui est bien pour elles. Que celles qui exercent de leur plein gré puissent le faire dans de bonnes conditions et que celles qui veulent sortir d'un réseau aient les moyens. Quand tu as 10 clients par jour, tu peux faire le tri, tu peux imposer des passes avec préservatif. Quand on a 3, il faut bien que tu bouffes et que tu payes ton loyer. Donc, Vraiment, on a l'impression d'être méprisé et pas écouté. Mais ça fait des années déjà que c'est comme ça. Mais là, vraiment, on a la rage. Et je pense que les députés s'attendent pas à ce qui va arriver, en fait. Moi, je suis pute. Ouais. Mais j'ai pas de proxénète, si c'est ça ta question. Non. Mais les abolos adorent nous faire passer pour des victimes pour pouvoir parler à notre place, en fait. C'est leur grand truc. Être loi, c'est du pain béni pour les réseaux, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils attendaient que ça. Les proxénètes, ils vont sauter dessus. Donc, merci la gauche, merci le PS. Bravo. Mes clients, c'est des réguliers, on s'entend très bien, c'est des amis. Voilà, ça devient des amis. Nous, on milite pas pour les maisons closes ou pour les centres commerciaux du sexe. On veut juste pouvoir travailler indépendamment de patrons, de proxos, etc. Ce qu'on voit dans notre travail, c'est beaucoup de misère affective et sexuelle. Donc, on est un peu des assistants sociaux du sexe, en quelque sorte. Je ne suis pas client, je le dis, mais je les soutiens. Parce que je les fréquente aussi, j'en connais certaines, et je les respecte.
comme elles peuvent me respecter aussi. Et surtout, c'est certainement pas en pénalisant les clients qu'on va arrêter les réseaux. Enfin, ça, c'est vraiment une idée utopique. Au fond, la loi, ça ne peut pas appliquer. Mais c'est le seul lueur d'espoir, parce que concrètement, pour l'appliquer, ça va être impossible. Belkacem, c'est la guerre. On les bute, on les fait. Alors moi, je suis ni forcée, je suis ni victime. Hein, je fais ce que je veux. Après, on est là, on restera dans la rue, on va se battre. Et voilà. Il y a certains clients qui auront peur, qui vont plus venir, mais il y en a d'autres qui, ça fait 40 ans qu'ils passent dans les bois, donc ils viendront toujours. Moi, je suis libre. Ici, les filles que vous voyez, les 3 quarts, ils sont libres. Ils sont pas poussés par des gens, ils sont pas... Il n'y a personne qui nous drogue, comme j'ai pu entendre à la télé aujourd'hui par Shell, un mec de Shell et tout ça, qui disait qu'ils étaient drogués pour aller travailler. Non, c'est pas vrai. Les clients, ils viennent, il n'y a pas de cul. Et pourtant, ils sont là. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de viols, beaucoup plus d'agressions et tout ça avec cette loi. On est plus, on est fiers. Belkacem, c'est la guerre. Je me travestis avec plaisir. C'est une passion, j'aime bien ça. Tout le monde, on continue à se mobiliser. C'est passé à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat. C'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. On va continuer à lutter. Donc il faut continuer la lutte et rester mobilisé. On va être relogés proprement. Nous sommes devant la mairie, nous manifestons pour cette promesse de relogement qui aurait dû commencer les constructions il y a 1 an ou 2. Il y a un projet de démolition de nos appartements, de notre immeuble. On veut être relogé dans la dignité et avec des conditions. C'est ce dialogue qu'on veut tenir avec la mairie. Là, on se rend compte qu'on se moque de nous. Alors, il n'y a que 69 logements pour tous les locataires. Nous sommes 122. L'immeuble se dégrade. Il y a des remontées d'excréments chez les voisins, de voisin en voisin. Nous, on dit stop. On se dit stop. On est mélangés des Français, Algériens, des Noirs. On est tous frères. On s'entend tous bien. C'est un village où nous habitons. Voilà. Et ça fait 40 ans qu'on habite la rue Henri du Vernois. Moi, ça fait 52 ans que j'habite rue Henri du Vernois et je resterai dans mon quartier que j'aime. En fait, si vous voulez, ça fait un moment, depuis 2 ans, qu'on nous promet qu'on allait être relogés, qu'il allait y avoir une enquête, que le projet va avancer, nanani, nanana. Et on se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Et là, on regarde sur Internet, effectivement, l'immeuble, c'est un très bel immeuble. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous sommes 122 locataires et il n'y a que 68 logements. Ça veut dire qu'il y a 54 personnes, ils vont aller habiter où? En fait, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui veulent rester dans le quartier. Ça, c'est vrai. Tous ne voudront pas aller non plus dans le logement neuf, mais on est tous unanimes sur une chose, c'est nous voulons tous rester dans Paris. On ne veut pas être envoyés à Perpétuation. Enfin voilà. Nous, on veut une réponse immédiate, qu'on arrête de nous dire quelle réponse, de quoi? Sur le relogement, sur la construction de cet immeuble, sur le relogement, quand est-ce que ça va commencer, quelles sont les personnes qui vont y accéder, les modes on fait tout ce qui concerne le relogement. Parce qu'on a une promesse, on a plein de papiers, mais il n'y a rien qui se passe. On est toujours dans la même galère. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un nouvel immeuble, mais dans le nouvel immeuble, il n'y aura que 69 logements et on n'est même pas garanti, on n'est même pas sûr que ces 69 logements seront réservés aux habitants des 2 bars qui vont être démolis et ça concerne 120 foyers en fait. Donc pour l'instant, on ne sait strictement rien et même le nouvel immeuble, il a été construit sans concertation, enfin il est en train d'être construit, il y a une délib qui est passée, il y a le permis de construire, il y a tout qui avance sans même que ces habitants-là, vous voyez, qui sont là, soient consultés, on leur a strictement rien demandé. Là, on a déclaré justement cette mobilisation jusqu'à 19h30. Il faut que vous sachiez que dans une demi-heure à peu près, 5 personnes de l'association allons être reçues par des élus à l'intérieur de la mairie pour justement prendre des décisions concrètes dans les jours à venir, d'accord? Donc nous, on va attendre de voir ce qu'on va nous proposer et par la suite, on verra si on devra ou pas réorganiser notre mobilisation et cette fois-ci, certainement plus grande encore et on fera certainement plus de bruit, vous êtes d'accord? Bien sûr. Et on ira au ministère. Voilà. Donc, la rue du Vernois, la rue du Vernois, la rue du Vernois, la rue du Vernois, la rue du Vernois,
démolir et en fin de compte, ils le font pas. Si, ma maman, et elle est là-bas depuis, j'avais 2 ans. Hein. Elle est arrivée, j'avais 2 ans. Donc, Nous, avant, on avait des rats, on avait des souris à la maison, mais on a commencé à mettre des pièges et mon père, maintenant on en a plus à la maison. Oui, c'est vrai qu'on est très embêté. Bon, je veux dire, déjà par les souris, par les rats, bon, c'est une réaction aussi humaine, je veux dire, quand on arrive le soir et puis qu'il y a des rats qui se promènent d'un bloc à l'autre de la poubelle. Bon, on est surpris, puis les enfants en plus. Bon, c'est pas très hygiénique, c'est pas très salibre pour les enfants, et ni pour nous, ni pour le quartier, ni pour la réputation de tout le monde, quoi. Logement et dignité, 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 logement et dignité. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Je suis venue amener des fleurs qu'on a payées à mes copines. Je suis venue rendre hommage à Madiba, un homme excellent qui, après 27 ans de prison, a eu le pardon, a eu l'intelligence de rassembler son peuple, de rassembler tous les Sud-Africains. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Aunayo Sonale, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Aunayo. Pour moi, l'homme est peut-être mort, mais ses idées, l'espérance qu'il avait est toujours parmi nous. La plus belle chose que moi j'ai en tout cas retenu de cet homme-là, c'est le pardon. Voilà, le pardon, l'humilité et le savoir vivre ensemble. Et je crois que quand il était enfermé en prison, il a fait beaucoup de choses de là où il était parce que les hommes ont été motivés par ce qu'il véhiculait. Et aujourd'hui, s'il n'est plus là, je pense qu'on a une chance que son message revienne et qu'il perdure. Il laisse l'idée que quand les hommes sont bons et quand les hommes veulent servir une belle cause, ils sont aimés et ils rentrent dans l'histoire. Alors que quand les hommes veulent véhiculer, comme des gens que je tairais, des mauvais sentiments par rapport à la haine et la xénophobie, et ben voilà, ils finissent dans les poubelles de l'histoire. Et aujourd'hui, on est là tous pour dire oui à ceux qui nous amènent, qui nous montent vers le haut. Nelson Mandela, c'est l'homme de la réconciliation. Hein. C'est vraiment cet homme qui a brillé par son absence. Et pendant 27 ans, il est resté comme ça, le plus célèbre prisonnier politique de tous les temps, pour devenir un homme de rassemblement qui a véhiculé ce message d'amour et qui a montré que noir, blanc, ce qui comptait, c'était avant tout la paix, la construction et le réalisme aussi. Parce que Mandela, c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'il faut avoir une longueur d'avance sur tous les autres et voir en avance. Nelson Mandela, pour moi, c'est d'abord un très vieux combat, parce que je commence à avoir quelques années. Et j'ai vécu son emprisonnement, la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, je viens pour saluer cet homme qui est Mandela, qui ne va pas s'éteindre si nous voulons bien honorer sa mémoire. C'est une lumière pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Dieu sait s'il y en a sur la planète. Il nous laisse un héritage de pensée et d'action merveilleux. Donc, ce n'était pas un passéiste. Ne conduisons pas au rétroviseur. Et la voie est là, tracée par lui, de mondialiser la vie, d'abattre toutes ces frontières. Je crois qu'il n'aurait pas aimé Mandela, qu'on dise de lui que c'était un grand homme. C'était un homme, c'était un homme. Il n'aurait pas voulu non plus qu'on dise que c'était un héros. Et là, il donne des leçons magnifiques à tous ces gens qui se tapent l'affiche politiquement correcte ou incorrecte, qui cherchent la personnalisation des combats. C'est-à-dire, à force d'avoir dit que le bonheur ou la bonté allait incarner par telle ou telle personne, dont lui bientôt, ou la cruauté, la barbarie par tel autre, nous empêche. Chacun d'entre nous, interroge-toi sur ce que tu peux faire pour toi-même et pour ton État. Et je crois qu'il laisse ces enseignements-là à Mandela. J'ai aimé
qu'une femme dise « Repose-toi, Madiba, ton linceul est dans nos cœurs ». Donc je vous laisse savoir qui était cette femme, que je salue au passage. En tout cas, merci l'ami Madiba d'être ce qu'il a été et ce qu'il va être aussi. Voilà. Moi, en fait, j'ai été bouleversé par le livre qu'il avait lu, avec une préface. Le livre s'intitule « Un long chemin vers la liberté », avec une préface de Daniel Mitterrand. Et je crois que c'est le seul. J'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, mais ce livre m'a vraiment. Il m'a bouleversé. À chaque fois que je le lisais, en fait, j'avais des larmes aux yeux. Il fallait que je m'arrête parfois de lire pour essuyer mes larmes et reprendre mes esprits, parce qu'il est très très fort ce livre. Il est très émouvant. Merci. Je sais. Je peux vous demander ce qu'il représentait pour vous, Nelson Mandela? À 18 ans, je chantais assez Bonanga. Voilà, c'était l'esprit de révolte contre une injustice terrible. Voilà. Alors j'ai envoyé à un ami cette phrase de Mandela que j'ai vue là, qui était sur le courage. Voilà, ça donc dit quoi, ce qu'il dit, alors le courage. Alors j'ai appris que le courage n'était pas la peur, mais c'était triompher d'elle. Ah, voilà. C'est ça. Il nous laisse un combat à mener très important pour continuer à lutter contre les discriminations, et pas seulement celle qui était en cause dans l'apartheid, mais aussi toutes les autres. Ce qui me touche le plus chez Mandela, c'est sa joie de vivre, sa douceur, sa sagesse, qu'il n'ait jamais ressenti de rancœur, de haine, alors qu'ils avaient subi des crimes abominables, lui et son peuple, et en effet son emprisonnement, et quand il sort de prison et qu'il retrouve son peuple qui se met à danser, c'est vraiment, je pense, l'image que je retiendrai. J'espère vivement que le combat continuera et qu'on héritera tous un petit peu de Mandela, et à la fois de son courage et de sa sagesse pour aller toujours vers la paix et jamais vers la haine et l'exclusion, et de tous bords et dans n'importe quelle circonstance. Il disait qu'il faisait reculer l'ombre et que la lumière, en toutes circonstances, jamais ne pouvait porter atteinte aux autres. Au contraire, la lumière, on l'a partagée. Je suis toute petite, mais comme il le disait très bien, que seul on n'est pas grand-chose, mais ensemble on est beaucoup. Je crois qu'il disait que quand on faisait de la politique pour les autres, c'était toujours contre les autres, qu'il fallait faire donc la politique avec les autres. Exactement. Pour qu'on la fasse ensemble, et je crois qu'il a raison, bien sûr. Pour moi, Nelson Mandela, il représente, il représente ça. Il représente des jeunes lycéens qui sont arrivés à SOS Racisme quand j'étais responsable de la commission anti-apartheid, et qui m'ont dit on vient de voir Fodé parce qu'on aimerait bien libérer Mandela avec toi. Voilà, il représente le début d'une activité militante, d'une vie militante, et il représente surtout toutes les espérances d'un peuple qui est et d'un homme qui a réussi à non seulement à faire que les Sud-Africains marchent la tête haute, mais à faire des valeurs qui défendaient des valeurs universelles beaucoup plus fortes et beaucoup plus porteurs que tous les discours haineux. Vous savez, moi je l'ai rencontré, Nelson Mandela, j'étais avec le président Mitterrand, j'étais tout jeune président des SOS, et je me rappelle lui avoir dit « Monsieur le Président, vous avez une très belle vie », et il m'avait dit « Nous avons tous une belle vie ». Voilà, c'est ça qu'il nous laisse. Il nous laisse le sentiment qu'il n'y avait pas que lui. Il y avait lui, mais il y avait aussi ceux qui étaient morts pendant les massacres de Sharpeville. Il y a ce jeune lycéen Hector Peterson qui a été tué en 1976. Il y a Steve Biko dont on ne parle pas toujours. Il y a, voilà, je pense que c'est tout ça qui nous laisse. Et il nous laisse en plus quelque chose de beaucoup plus important, c'est qu'il avait horreur du culte de la personnalité. Il avait horreur de tout ce qui était de mettre au niveau d'un dieu. Il nous reste un être humain qui a vécu avec ses semblables et qui a partagé des valeurs essentielles. C'était un dieu, c'est un homme exceptionnel. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que je crois que fondamentalement, ce qui fait sa singularité avec tous les autres, c'est que quelle que soit sa position dans la société, on peut se reconnaître en lui. Voilà. Il n'y a pas un plus grand homme politique que lui, il n'y a pas un plus grand militant que lui, il n'y a pas un plus grand citoyen que lui. Donc voilà.
chacun d'entre nous a un peu de Mandela. Finalement, ceux qui prônent la tolérance et la fraternité passent par des chemins peut-être plus difficiles, parce qu'il est toujours plus facile de désigner l'autre comme étant responsable des problèmes. Mais par contre, ceux qui désignent les gens et qui les mettent à la vindicte et qui déversent leur discours de haine, finissent eux dans les poubelles de l'histoire. C'est la différence. Il avait une volonté, c'est une nation arc-en-ciel, ça passait par la réconciliation. Et dès lors qu'on dit ça, eh bien, on est partisan que tout le monde soit partie prenante du mouvement. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que de ce pardon-là, lui, ce qu'il disait souvent, et ce que disait Desmond Tutu, c'est « Nous, on préfère qu'un ancien tortionnaire vienne expliquer à une mère de famille pour qu'elle puisse faire son deuil où son enfant a été enterré. » Donc vous voyez bien, il y a un côté réconciliation et pardon, mais il y a aussi un côté, eh ben, je vais reconnaître ce que j'ai fait et le mal que j'ai fait à ce pays et le mal que j'ai fait à une mère de famille. Et donc ça lui permet de faire son deuil. Donc vous voyez bien qu'à travers le pardon, il y a cette idée fondamentale de réconciliation et qui passe par la nécessité que chacun reconnaisse qu'il a été victime et qu'il a été bourreau. Mandela est mort hier, aujourd'hui c'est le sommet de la France avec l'Afrique. Donc je pense que ça doit être un moment fort pour que les Africains comprennent qu'il y a quelqu'un qui était avec eux, qui était comme leur contemporain, qui est décédé, qui a lutté pour l'égalité, qui a lutté pour que tout le monde, que ce soit le blanc ou le noir, en Afrique et partout dans le monde, puisse bénéficier de la richesse de la terre, puisse bénéficier de la richesse de leur pays. Petit par rapport à ça, nous, vous, moi... Ah bah bien évidemment, sans petit, mais une fois de plus, ce que disait Mandela, moi, à travers les rencontres que j'ai eues avec lui, c'est qu'il refusait que chacun d'entre nous ici se sente moins, plus important, une histoire plus belle, moins belle. Vous savez, souvent, nos histoires dépendent du regard et de celui qui porte le regard. Exactement. Donc, il n'y a pas une histoire plus belle, plus importante ou pas importante. C'est ce, à mon avis, que Mandela aurait voulu qu'on retienne et que toutes nos vies sont belles et sont toutes singulières. Elles méritent toutes d'être vécues. Nelson Mandela, aujourd'hui, nous le voyons comme le père de la conscience africaine, la conscience noire. La conscience noire. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment très difficile pour l'Afrique. Le départ de Nelson Mandela nous appelle à un recueillement. Et nous disons que quand on voit l'état de l'Afrique aujourd'hui, l'état des nations africaines, l'état des peuples africains, on se dit que nous avons besoin d'une conscience noire qui milite pour une vie décente des populations africaines. Parce que les gens tendent à oublier l'histoire, mais c'est l'histoire qui nous construit. Moi personnellement, je suis là en tant que Guadeloupéen aussi, c'est-à-dire déporté du continent africain. Mais on se retrouve toujours sur les mêmes valeurs ancestrales. Et c'est ça qui est le plus important. Il disait aussi, c'est Batana à ces beaux Kadiat là. Quoi ça veut dire? L'animal sauvage ne se saisit pas à main nue. Ça veut dire qu'il a eu la réflexion pour comprendre le système dans lequel il était prisonnier, sans sortir. Il a réussi dans la non-violence. Franchement, respect. Moi, je le mets à l'égal de Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Desmond Tutu qui était avec lui aussi. De Steve Biko, parce qu'il ne faut pas oublier que pour que Mandela, on puisse lui rendre hommage aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont morts. Hein. Il y a beaucoup comme moi qui ont été déportés. Il nous a réveillés, il a réveillé toute l'Afrique. Les gens passent d'une chose à l'autre trop facilement. C'est-à-dire, on va dire Mandela est mort, et après, la France a gagné 3-0 au football. Exactement. Voilà, donc... Et c'est ça. Et on oublie. Et on oublie. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. C'est ça le beauté de l'histoire. Il faut pardonner mais pas oublier. C'est toi qui me disais ça. Voilà, c'est ça. Hein. Il avait appris ça, lui. Lui, il avait plus qu'appris, il l'enseignait. Donc, Téléphone là, comme d'habitude. C'est pas la libération, c'est la régularisation des lycéens scolarisés sans papier à travers une loi qu'on veut faire passer à l'Assemblée générale. Donc on continue de se mobiliser comme on s'est mobilisé pendant les vacances pour la même cause. C'est des droits à l'égalité, des droits le droit de pouvoir apprendre et d'étudier en France. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. On lâche pas parce que le gouvernement ne tremble pas. On veut que... En fait, Leonarda a été choisi par les médias. Là, il faut que Kachik, on parle de Kachik, c'est un réfugié politique, il faut qu'il soit là. On l'a laissé de côté. Leonarda a été choisi par les médias parce que sa famille est un peu
foufou, et elle va jamais en cours, donc c'est un peu normal. Alors que si les parents de Kachik parlent, ça sera compris. D'accord. Oui à quoi? Alléluia. L'éducation, non à la... Pardon. Oui à l'éducation, non à l'expulsion. On demande l'interdiction des expulsions pour les lycéens et l'obtention du droit à l'éducation si on est étranger en France. Qu'on les renvoie pas dans leur pays sans aucune raison. Je disais c'est toujours le même, tu l'as parfait depuis la dernière fois. Bah non, il est tellement bien, pourquoi le changer? Bah solidarité, c'est un modèle, enfin c'est toujours actuel bien sûr. Depuis le début de l'humanité. Pas que pour Leonardo, on fait pour Kachik, on fait pour tous les autres qui ont été exclus de France. Ah je comprends pourquoi solidarité là. Ouais, le blocus de ce matin il était assez violent, après il y a 2-3 élèves qui commencent à s'agiter vraiment et après ça part un peu, genre c'est un peu la débandade, mais à la base nous on voulait tout à fait faire ça de manière pacifiste, on n'est pas ici pour mettre le bordel, enfin c'est pas notre but, on veut être crédible. Mais à cause de la pluie, du froid, il y a plein de gens qui ont décidé d'arrêter. Et moi les terminales de mon lycée aujourd'hui ça avait l'inscription au bac, ils pouvaient pas se permettre. T'as vu? Il faut pas s'arrêter, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas que ces deux cas-là, il y en a plein d'autres en France. Non, une circulaire, c'est bidon, il faut une loi, il faut que ce soit concret. Ils parlent de pas affecter dans le sanctuaire de l'école, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est carrément pas d'expulsion quand t'es scolarisé en France. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Les mouvements qui sont liés à l'éducation sont toujours bloqués un peu par, oui c'est ça, les terminales qui doivent passer le bac, les enseignants qui finalement hésitent, donc on est tous un peu dans une confusion. Pendant le mouvement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes, des profs s'y sont adjoints, mais c'était pas un mouvement mené du tout par les professeurs, hein. C'était un mouvement mené par les jeunes. Ils sont de pétard mouillé et puis Valls il en sort quand même assez grandi. C'est vrai, il y a un peu moins de monde aujourd'hui qu'à la manif précédente. Après c'est une manif de rentrée. Il y a le temps qui aide pas, ça c'est clair que... On verra si jeudi ça grimpe un peu. Ah, il faut tenir jusqu'à ce qu'ils cèdent, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'il y ait des chaises vides dans les lycées. Il faut vraiment se battre si on veut arrêter les expulsions. Il y a plus d'expulsions de lycéens depuis Hollande que du temps de Sarkozy. C'est la dernière aujourd'hui? Bah non, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? C'est pas la dernière. On va se remobiliser jeudi. La prochaine est jeudi, voilà. Qu'est-ce que vous exigez maintenant? Là c'est le retour de nos deux camarades. Après aussi une loi qui interdit l'expulsion de nos camarades sans papier. On va à la Nation, ouais. Nation, après dispersion. Et après on retravaille pour demain. On va distribuer des tracts dans les lycées, etc. et tout. Et on se remobilisera jeudi, tous ensemble, pour continuer à porter nos revendications dans la rue de façon démocratique. Régularisation. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. On est place de la République, manifestation pour nos droits. Et ce qu'on veut c'est la régularisation de tous les gens de tous les gens scolarisés sans papier, que ce soit de la maternelle jusque dans le supérieur. Le but de notre manifestation il a changé. Maintenant, on se bat contre les expulsions et la politique, entre autres, de Valls. Et on aimerait aussi la sanctuarisation de l'éducation. Sanctuariser l'école, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on... Là, actuellement, on n'a plus le droit d'aller... Enfin, plus le droit à une circulaire, ça limite ce que ça limite, mais c'est un peu... Voilà. On n'a plus le droit d'aller chercher les gens en classe, mais on peut toujours les attendre à l'heure du goûter. Donc ça sert à rien, à mon avis. Vos parents, ils savent tous que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes soutenus par vos parents, par exemple, toi aussi? Ils trouvent ça bien? Ils disent pas tes études, en première, t'as le bac à la fin de l'année? Si, mais ça veut dire je pense pas qu'en loupant un jour, je vais louper mon bac. C'est peut-être pas un jour, c'est peut-être 15 jours, c'est peut-être 20 jours. Non, je vais pas louper 15 jours de cours, c'est sûr. Mais louper un jour, ça va pas non plus me faire louper mon bac, je pense pas. Tant qu'il n'y a pas de changement de politique et de changement pour ce qu'on demande, et bah, c'est toujours utile. Mes parents, ils sont pas forcément pour que je rate les cours, mais ils savent que je prends mes propres décisions et si j'ai envie de faire une manifestation, je le fais pour moi, pas pour eux. Oui, ils savent que je suis là, mais je fais tout pour... je travaille à côté pour compenser le fait que je vais pas en cours, mais voilà. Mais
mes parents ils sont très dans le même esprit que moi, j'ai été élevée comme ça, donc voilà, je sais qu'il faut être solidaire et je pense que de toute façon le bac il est là l'année prochaine, hein, donc c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il pleut, il fait froid, on veut rentrer chez nous, on a cours mais on est toujours là, on a le bac, il y a beaucoup de gens qui sont en terminale et ils sont toujours là, ils sont toujours motivés et voilà. À ceux qui veulent! À ceux qui veulent! Expulser les lycéens! Expulser les lycéens! Les lycéens répondent! Résistance! J'entends pas! Résistance! On cherche des slogans vers un panneau et derrière on a... montre. Il y a toujours le même slogan. Ah, la valse des enculés, c'est bien ça aussi. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Il y a eu les vacances, donc effectivement on sait que toujours après les vacances, il y a toujours une retombée, hein, il n'y a pas de surprise. Effectivement là les lycéens ont l'air un peu plus nombreux, plus mobilisés, ça n'a pas forcément l'air d'être les mêmes en plus que mardi. On a des nouvelles comme quoi ailleurs en France ça bloque, donc oui, il y a peut-être un mouvement qui peut repartir assez fort. Je pense qu'on a été beaucoup sur l'émotion de l'expulsion de Ratchik juste avant les vacances, et là on est sur quelque chose d'un peu plus de fond. Ouais, ça a repris, mardi de toute façon il pleuvait déjà. Et ça s'est jamais éteint en fait. On demande l'arrêt des expulsions lycéennes. On veut plus que les lycéens se fassent expulser. On veut que les lycéens aient droit à une éducation et qu'ils doivent être la même. Écoute, honnêtement, je ne sais absolument pas ce que ça peut devenir. Oui, parce que les flics étant quand même pas très malins puisqu'ils vont gazer et matraquer devant certains établissements ce matin, ils entourent les lycées pour repousser les bloqueurs loin de l'établissement. Et donc les enseignants ne peuvent pas discuter avec les élèves. Après les déclarations vraiment dégueulasses de Manuel Valls hier, honnêtement là, c'est pas étonnant qu'ils essaient de casser le mouvement parce qu'en fait ils ont bien compris que ça s'arrêterait pas. Là il y a tout Saint-Denis qui est bloqué. Et en fait il y a par exemple genre dans le lycée Éluard à Saint-Denis, là les mecs ils ont bloqué comme des oufs ce matin donc ils vont venir et là il y a 2000 personnes dans le lycée. Quand tu essaies de mettre un couvert sur une jeunesse qui est en ébullition, le couvert à un moment il va sauter. Et là en l'occurrence c'est exactement ce qu'on a. Donc Manuel Valls a beau dire qu'on est faible et qu'on lâchera le mouvement, c'est faux. Le mouvement c'est le creuset pour former une nouvelle jeunesse en fait. Ce genre de mouvement, ce genre de rassemblement de lycéens, ça nous fait grandir. Non seulement justement ça nous fait pour une fois se sentir utile à la société. J'ai plein de contacts dans plein de lycées maintenant. C'est bon, puis même on a des contacts auprès des syndicats. Il faut savoir quand même se faire entendre par d'autres moyens. Et aujourd'hui on essaie d'être indépendant, c'est pour ça qu'on a créé un nouveau mouvement, le MILI. Vous savez ce que c'est? Vous avez entendu parler du MILI? Le MILI c'est le mouvement interlycée indépendant. C'est un mouvement qui est indépendant. On a décidé de se séparer des syndicats, des mouvements politiques qui profitaient de nous pour faire passer leurs idées ou pour se faire entendre ou quoi, alors que c'est pas ce qu'on voulait. Alors maintenant on s'est créé notre mouvement, on a nos AG, nos rassemblements et aujourd'hui c'est le MILI qui organise tout ça. Voilà. On attend des derniers lycées qui vont nous rejoindre et on va partir par le boulevard Voltaire, c'est le boulevard qui est juste derrière moi là et on va marcher comme mardi dernier jusqu'à Nation. Expulser les lycéens! Expulser les lycéens! Les lycéens répondent! Résistance! J'entends pas! Résistance! Plus fort! Résistance! On veut pas de syndicats, on veut que ce soit nous et nous seuls qui nous représentons. Seulement, si les adultes, si les gens veulent descendre dans la rue avec nous, ils sont les bienvenus, c'est obligé, bien sûr. Et on va partir! Allez, Montreuil enfant! Vous êtes fatigués! On n'est pas fatigués! Mais non, t'es un sage homme, toi. Sage femme en colère. Est-ce que tu connais le nom véritable des sages hommes? Parce que je sais que c'est un nom. Sage-femme, mais on peut dire mailloticien. Une sage-femme homme, ça peut s'appeler sage-femme homme, tout simplement, sage-homme ou mailloticien éventuellement. Mais je préfère personnellement le terme de sage-femme. Les gens savent au moins ce que c'est. Oui, on est très nombreuses et on a beaucoup de choses à revendiquer. C'est vraiment important de se mobiliser. Nous, on vient de Nancy, toute la France est venue et faire enfin qu'on soit reconnu comme une profession médicale et pas paramédicale. On est une profession médicale, On voudrait plus de reconnaissance, on voudrait avoir un statut médical parce qu'on fait 5 ans d'études en passant par la première année de médecine, ce qui était promis depuis 2001 déjà. On voudrait les sages-femmes en premier recours pour tout ce qui est physiologique. Et puis c'est déjà pas mal. Ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour ça et là on est vraiment très en colère.
Bonjour, alors c'est un métier formidable, mais c'est quoi le problème? Formidable, mais le statut est formidable malheureusement. Il faudrait que Marisol Touraine reçoive les organisations professionnelles pour qu'elles nous entendent. La sage-femme est là pour s'occuper des grossesses physiologiques. Son rôle est de dépister les pathologies et à ce moment-là de les adresser à un médecin. Gagne, mais pas pigeonne. Oh, c'est bien. Exactement. Là, les gynécos nous aident pour cette manif, donc nous soutiennent. Mais c'est pas contre les gynécologues qu'on le fait, c'est pour la profession de sage-femme, pour être mieux valorisé et que chacun respecte le travail de l'autre. Mais on peut déjà consulter les sages-femmes dès le début, sauf que personne ne le sait. C'est bien là le malaise. Même nous, on le sait pas. Et en plus, ça coûterait moins cher à la société. Protégez-vous, les sages-femmes sont... Attends, ouais. Merci. Alors les sages-femmes sont en colère, on nous balade depuis des années, aucune négociation n'aboutit. Les sages-femmes sont en colère si elles ne sont pas auprès des femmes, si elles ne sont pas auprès des bébés, c'est forcément qu'elles sont en colère parce qu'on ne devrait pas être dans la rue. Et nous sommes une profession médicale, mais ça ne veut pas dire que nous ne soutenons pas la physiologie, ça n'a rien à voir. 80% des femmes accouchent avec une sage-femme. On comprend peut-être la grossesse effectivement comme une pathologie alors que c'est quelque chose de physiologique. D'où l'importance des sages-femmes parce qu'on fait du physiologique, on fait aussi du pathologique, mais moins. Et une grossesse peut être suivie entièrement par une sage-femme dans le sens où on dit c'est entièrement physiologique. Il est certain que chaque femme en France, chaque femme adhère à avoir l'accouchement le plus physiologique possible. Voilà. Donc il ne faut pas aller voir un médecin, il faut aller voir une sage-femme. Les sages-femmes sont là pour privilégier la physiologie. Et on est voilà, donc les praticiens de la physiologie, mais effectivement aujourd'hui notre débat mène vraiment sur la reconnaissance de notre statut à part entière en dehors des médecins et en dehors des infirmières. Qui a le droit de nous traiter comme ça, nous les sages-femmes, à qui les femmes tendent les bras. On passe 5 ans à tout apprendre, oui mais pour qui? Pourquoi? Pour qu'une ministre nous dise ensuite va te faire voir. Puisque les sages-femmes sont là pour l'accouchement physiologique et si on laissait aux sages-femmes, comme on le demande en premier recours, la possibilité de s'occuper des patientes, effectivement, on pourrait apporter beaucoup plus de réponses pour ces couples-là. Oui, normalement, on doit être reçu à 15 h. On veut un nouveau statut! On veut être reconnu! Ouvre-toi, Marisol! C'est ça, sois cool. S'il vous plaît, Marisol, allez, on se bouge! Allez, on se bouge, allez. Ah, c'est pour faire du bruit. Ah oui! Faites du bruit, ouais! Faites du bruit.